Des promesses brisées, un chemin Roxham fermé et des soupçons d'ingérence étrangère sur nos élections passées. Alors que certains pensent maintenant aux vacances, aujourd'hui, l'heure est au bilan. Les leçons. Je ne m'excuserai pas de prendre la meilleure décision pour les Québécois. Le projet de loi numéro 24 est adopté. On est en pleine inflation, les gens ont de la misère à arriver et on va se voter à nous-mêmes 30 000 $. Les erreurs. David Johnston est un homme irréprochable. Les moments forts des 6 derniers mois. Il est démissionné tel que demandé par la motion du NPD. On a perdu 3 mois avec ces tergiversations, avec le manque de leadership du premier ministre. Des politiciens ont brillé. On verra qui a fait quoi et qui devrait peut-être pas faire quoi la prochaine fois. Cette réforme, elle va contribuer à changer la donne pour l'avenir du français. D'autres ont déçu. C'est un moment très difficile pour les Canadiens. J'ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer. Et regard sur les réformes promises à Québec et que faut-il surveiller des élections partielles à Ottawa? Ici Daniel Thibault, dimanche 11 juin. Bienvenue à cette émission spéciale des coulisses du pouvoir, notre bilan de fin de saison. Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Qui a bien fait, qui va préférer oublier les derniers mois? Sur qui ou sur quoi devrions-nous garder un œil d'ici la fin de l'année? Tant de questions suscitées par les 6 derniers mois et tant de réponses potentielles aussi. Et qui de mieux que nos 3 panélistes pour offrir quelques pistes de réflexion? Et aujourd'hui, ils sont avec nous, comme on en a pris l'habitude à cette fin d'année. Alex, Chantal, Michel, merci d'être là. Bonjour. Plaisir. Bien hâte d'entendre vos commentaires, vos pistes de réflexion. On va lancer cette discussion-là dans quelques minutes, mais d'abord, on va jeter un œil sur les événements qui ont retenu l'attention sur la scène politique fédérale et provinciale au cours des 6 derniers mois. Une inflation à plus de 6 %, c'est encore trop élevé. Les Canadiens entament l'année dans une économie en plein tumulte. On est là pour aider les gens de façon ciblée. Les syndicats veulent amortir le choc et réclament des hausses de salaire. Pendant 11 jours, 155 000 fonctionnaires fédéraux feront la grève, une première en 30 ans. Nous avons une bonne offre qui est juste, qui est raisonnable. Au Québec aussi, le secteur public exige des augmentations. Pendant que les négociations s'étirent, les élus, eux, s'octroient une hausse de 30 %. Je compare vraiment la job d'enseignante à la job de député. Tu es en train de me dire que ça se compare? Non. Rien pour aider Bernard Drinville à faire accepter la réforme qu'il souhaite imposer au système d'éducation. Nous allons résister à la résistance au changement. C'est pas compliqué. Un début de second mandat difficile pour le gouvernement Legault, marqué d'abord par le départ à mi-mandat de la PDG d'Hydro-Québec. C'est pas que M. Fitzgibbon et moi, on puisse avoir des divergences. Les choses peuvent exister, mais c'est pas ça qui fait que je quitte. Marqué aussi par des promesses brisées. Je veux quand même rappeler que François Legault avait mis son siège en jeu sur les maternelles 4 ans. Marqué surtout par des volte-face. On n'a pas de données qui justifieraient l'implantation d'un tunnel autoroutier. On propose en fait des modifications importantes de tous nos programmes d'immigration économique. Et un virage numérique difficile. Est-ce qu'on a suffisamment informé la population? La réponse à cette question-là, c'est non, clairement pas. Autre virage majeur, celui que souhaite imposer Christian Dubé au Réseau québécois de la santé. Notre objectif, c'est justement de décentraliser le réseau. Les provinces réclament d'Ottawa 280 milliards de dollars sur 10 ans pour corriger les lacunes exposées par la pandémie. Le gouvernement Trudeau n'offrira finalement que 46 milliards. Ça ne règle pas le problème fondamental du financement des soins de santé. It's a down payment. Vous avez devant vous un premier ministre du Québec qui est heureux. Les bonnes nouvelles se font rares jusqu'à la visite de Joe Biden. Ce soir à minuit, enfin, le chemin Roxham va être fermé. À Ottawa, les contrats de la firme McKinsey, la nomination d'Emira Al-Gawabi pour lutter contre l'islamophobie place le gouvernement Trudeau sur la défensive.
Ces propos, à l'endroit du Québec, à l'endroit de la nation québécoise, sont complètement inacceptables. En février, 4 ballons dans le ciel nord-américain ravivent les tensions entre Ottawa et Pékin. Ça représentait une menace raisonnable à la sécurité de l'aviation civile. L'influence de la Chine ici préoccupe. Justin Trudeau était au courant de cette ingérence. Les partis d'opposition réclament une enquête publique. À partir d'ingérence réussie, dans combien de circonscriptions on intervient? 1, 5, 12, 14? Justin Trudeau choisit plutôt de confier le dossier à David Johnston. Il y aura un rapporteur spécial indépendant qui se chargera de déterminer les prochaines étapes. Un choix qui est loin de faire l'unanimité. Il a nommé une amie, un voisin de son chalet et membre de la Fondation Trudeau. Surtout que l'ex-gouverneur général rejette l'idée d'une enquête publique. L'examen public de renseignements classifiés est tout simplement impossible. Face au concert de critiques incapable de calmer la donne, David Johnston annonce finalement qu'il ne terminera pas son mandat. C'était la seule chose à faire. C'est maintenant au tour de M. Trudeau de respecter le vote parlementaire et mettre en place une enquête publique. Nous n'avons pas écarté aucune option. En pleine tourmente, le gouvernement Trudeau obtient tout de même quelques victoires, un meilleur contrôle des armes, des règles pour les géants numériques, une loi sur les langues officielles modernisée. Soyons clairs, la seule langue qui est menacée au Canada, c'est le français. J'ai décidé de me retirer de mon rôle de député de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount. Et pendant que les départs de Marc Garneau, Darren O'Toole imposent des élections et une mise à jour de la scène politique, Dame Nature, elle, impose au gouvernement de nouveaux défis. On va faire face à de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes qui vont être de plus en plus chers en coût pour notre pays. Après les tempêtes, le verglas, les inondations, les feux de forêt qui ont déjà dévasté des millions d'hectares d'un bout à l'autre du pays, annoncent un été particulièrement difficile. Dans l'histoire de la Sopfeu, les presque 50 dernières années, la pire année, on l'a dépassée à ce moment-ci. Si on veut s'assurer que tout soit éteint, on a pour l'été. Alors, c'était les événements qui ont retenu l'attention de notre équipe au cours des 6 derniers mois. Voyons voir ce que mes collaborateurs, eux, ont retenu l'événement marquant des 6 premiers mois. Je commence avec vous, Michel. La crise qui a été causée par l'ingérence étrangère dans les élections canadiennes, c'est rare qu'on ait un débat sur notre démocratie, qu'on ait un débat sur les affaires étrangères, puis qu'on ait un débat sur l'ensemble de ces choses-là. Ça fait un gros paquet. Ouais. Et c'est important. C'est pas une question sur laquelle les gens vont se battre dans les autobus, mais c'est extrêmement important. Puis et le gouvernement, disons-le, ne l'a pas très bien géré. Et ça risque de lui revenir dans les pattes encore dans les 6 prochains mois de l'année et encore peut-être même jusqu'à une campagne électorale. Donc, je pense que c'est l'événement qui a marqué les 6 premiers mois. C'est pas fini, parce que les libéraux, effectivement, n'ont pas nécessairement bien géré ça jusqu'ici. Chantal? Mais si vous demandez aux électeurs, ils vont plutôt vous parler, surtout au Québec, des virages en épingle du gouvernement. Il y en a eu quelques-uns, oui. Il faut quand même le faire, d'être réélu et à si brève échéance. Et on ne parle pas d'une petite promesse. Et je vous dirais, la réforme électorale de Justin Trudeau était une promesse forte, mais c'était une petite promesse. Ouais. Mais le troisième lien, l'immigration, c'est des gros dossiers. Et ce que moi, je trouve intéressant de ces événements marquants-là, c'est que élu ou réélu à peu près dans la même période, le gouvernement Ford, au contraire, a mis la pédale au max pour réaliser ses promesses. M. Ford s'en tire moins bien que François Legault qui brise les siennes. Ouais. À trouver l'erreur. Ouais. Effectivement, ça, c'est une belle comparaison. Je n'avais pas pensé de le voir comme ça, mais effectivement, les deux premiers ministres ont pris vraiment des approches différentes là-dessus. Alec, vous retenez quoi, vous, des 6 premiers mois de 2023? J'ai choisi la volte-face sur le troisième lien entre Québec et Lévis parce que c'était aussi la première fois vraiment que le caucus de François Legault était testé sur leur solidité. François Legault, qui est le fondateur du parti, tout le monde l'a toujours suivi, très populaire. Et là, pour la première fois, on sentait de la grogne, de la tension, des ministres, des députés qui sortaient en disant « on n'est pas très contents. On est une famille unie, mais on n'est pas très contents. » Triste aussi. Triste, qui s'excuse au bord des larmes. Puis bon, vraie première crise interne à gérer depuis que la CAQ est au pouvoir. La question, c'est est-ce que ça va laisser des traces électoralement parlant sur la rive sud de Québec? On pensait que ça donnerait peut-être le petit coup de fouet qu'il faut à Éric Duhaime.
peut-être pas finalement, et on n'a pas l'impression qu'il en a profité tant que ça. Ça a fragilisé certains de ses ministres, Éric Kerr entre autres. Ouais. Donc oui, ça a été quand même un gros revirement de situation pour un projet qu'on avait défendu quand même bec et ongle depuis pas mal d'années, bien avant que la CAQ soit au pouvoir. Là. Ça datait de 2014. Oui, c'est ça. On défendait ce projet-là à la CAQ. On l'avait mis de l'avant avant, puis ça a été un élément central des deux plateformes électorales de M. Legault. Là. Absolument. Oui, mais l'avantage de François Legault, c'est que dans le moment, c'est encore lui qui les a fait élire, y compris les ministres qui avaient les larmes aux yeux. C'est sûr. Alors que peut-être que dans 2 ans et demi, ça aurait été le chef qu'on pense à remplacer. Alors, il est encore en position de force. Ça lui donne un peu de marge de manœuvre, effectivement. Alors, ça aussi, un autre élément qui a retenu l'attention, la plus grande erreur commise depuis le début de l'année. Michel? Mais c'est en lien avec ma première réponse, c'est de ne pas avoir déclenché l'enquête publique. Parce que l'enquête publique, c'est pas juste pour aller au fond des choses, c'est aussi pour enlever le débat de la scène politique, de laisser l'enquête faire le travail. Et ça, M. Trudeau ne semble pas l'avoir compris. La nomination de M. Johnston, après ça, la décision encore incompréhensible, à mon avis, de M. Johnston de rester là malgré un vote de non-confiance du Parlement, fait que c'est une bombe politique qui reste dans le décor et qui pourrait suivre le gouvernement jusqu'à l'élection. Qui peut, la grenade dégoupillée dans le centre de la pièce. Oui, il peut se passer n'importe quoi qui va faire que ça va exploser. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les Chinois cessent du jour au lendemain toute ingérence politique dans... Ah non? Non, c'est pas dans les habitudes de la maison. Alors, et donc, la grenade dégoupillée, c'est une très bonne analogie. Vous êtes tous à peu près sur la même longueur d'onde, Alex. Le nom de David Johnston est celui-là à tout le monde, oui. Le choix de David Johnston comme rapporteur spécial. On s'est demandé au début si c'était pas un bon choix. Il n'est pas associé aux libéraux particulièrement. C'est un choix comme gouverneur général de Stephen Harper. Puis bon, la Fondation un peu. Mais je ne pense pas d'ailleurs qu'il soit aussi près personnellement que les partis d'opposition le laissent entendre de Justin Trudeau. Quand tu as un chalet à 55 km de distance, on peut pas vraiment dire que c'est des voisins de chalet. En tout cas, pas dans la définition que moi j'ai d'être des voisins de chalet. Mais visiblement, de la manière dont ensuite il a défendu son rapport, qu'il ne recommandait pas d'enquête publique, comme le disait Michel, là, on a vu que c'était peut-être finalement pas un si bon choix. La manière de se défendre lorsqu'il est passé en comité parlementaire, il y avait beaucoup de trous dans son argumentaire. Donc, le fait qu'il ne fasse pas autorité pour quelque chose d'aussi controversé que de ne pas déclencher une enquête publique, visiblement, on n'a pas le choix de se dire que c'était pas la bonne personne pour s'occuper de ça. Et je vais partir du choix, parce que quand on fait le choix, on ne sait pas tout ça. Et donc, je vais dire, l'erreur, c'est de Justin Trudeau de ne pas avoir, ayant vu les recommandations de David Johnston, de ne pas avoir dit merci, mais pour que cette recommandation de 0 enquête publique passe, il faut que tu t'effaces. Que la suite, ce soit quelqu'un d'autre, parce que... Voilà. Ou de lui dire, quand le Parlement a voté, écoute, c'est quand même quelque chose, la voix à l'unanimité de 4 formations politiques d'opposition à la Chambre des communes qui disent qu'on n'a plus besoin de tes services et il faudrait que tu partes. Et Justin Trudeau, non seulement a choisi David Johnston, mais après, c'est l'a gardé. Et maintenant... Il l'a défendu. Oui, mais il aurait pu le défendre et pas le garder. Il aurait pu dire, on s'est parlé, c'est vraiment utile ce qu'il m'a donné, mais on a convenu tous les deux que pour la suite des choses, et devant ce qui s'est passé au Parlement, on va essayer de trouver quelqu'un qui risque de donner plus de crédibilité, même si c'est injuste, à l'exercice. Et la performance en commission parlementaire, bien là, M. Johnston ne s'est pas aidé parce que même les gens qui disent c'est pas correct de le traiter comme ça, disent par contre, c'était pas la personne, c'était pas l'homme de la situation pour cette situation-là. Je suis désolée d'apprendre que mon chalet, qui était à 50 km de chez Alex, n'en fait pas un voisin. Je suis désolée. Pas dans ma définition. Alors, au moins clarifier cet élément-là. Oui, maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Distance peut être voisin. Je reste avec vous, Chantal. La leçon politique à retenir des 6 derniers mois. Et là, on revient à ce dossier de l'ingérence chinoise qui a vu le gouvernement Trudeau, pas pour la première fois d'ailleurs, ils sont nuls en gestion de crise, c'est-à-dire toujours en mode rattrapage. Si on avait nommé David Johnston tout de suite, à la place de prendre 2 semaines à se rendre compte que ça n'allait pas s'en aller, sa nomination aurait eu l'air proactif. Si on avait dit à David Johnston, OK,
ta recommandation, pas d'enquête publique, mais en échange, quelqu'un d'autre. Mais à la place, à chaque fois, tu as le gouvernement qui est en rattrapage. Alors, ils n'ont jamais réussi à s'installer en avant du défilé et donc, ils se font piétiner. Une chance pour eux sur un dossier qui n'est pas un dossier quotidien pour la majorité des électeurs. C'est ça. Et c'est probablement la seule chose qui les sauve, c'est que la moyenne des électeurs canadiens ne se soucie pas de cette question-là comme les gens dans la bulle à Ottawa le font. Je ne sais pas combien de fois on vous en a parlé. Ça fait longtemps que ça dure. Moi, je parle à beaucoup de monde. Et là, je ne veux pas dire du monde comme nous. Et personne. Non, c'est ça. Il n'y a pas de conversation. C'est pas une conversation d'avant, après souper, de fin de semaine. C'est jamais abordé. Michel, votre leçon politique à retenir? Les deuxièmes mandats sont toujours plus difficiles que les premiers. Oui, c'est vrai. Et quand on revient sur une promesse électorale, que ce soit le troisième lien, que ce soit les seuils d'immigration, ça coûte plus cher, ça fait plus mal. Et il y a toutes sortes d'autres projets qui étaient ceux du gouvernement de la CAQ. Les espaces bleus, ces musées dans les régions, les maisons des aînés. Tout ça est en train aussi de s'écrouler un peu, pour des questions de coûts parfois, pour des questions d'opportunités d'autres fois. Mais ça fait beaucoup de choses qui portaient la signature de la Coalition Avenir Québec qui ne marche plus. Et ça, c'est le genre de choses qui, soit ça arrive dans la première année du mandat comme on est maintenant, puis à un moment donné, les gens l'oublieront, soit ça va devenir la signature du deuxième mandat, puis là, ça va être longtemps. Puis s'il y en a d'autres, les prochaines coûtent toujours un petit peu plus cher. Toujours, à chaque fois. Un peu plus compliqué à faire passer. Alec, leçon politique? Quand on veut hausser le salaire des députés, en pleine négociation avec le secteur public de 30 il faut quand même avoir des arguments solides et oser les défendre un peu. Et là, on a l'impression que le gouvernement de François Legault, lorsqu'il a voulu hausser le salaire des députés, la seule chose qu'il a voulu faire, c'est de en parler le moins possible. D'ailleurs, Simon-Jolin Barrette, qui portait le projet de loi, n'a même pas voté pour adopter son propre projet de loi. Il ne s'est pas rendu à l'Assemblée nationale. Il y avait toutes sortes de manières de procéder autrement. On aurait pu réviser le fonds de pension en même temps, qui a déjà été qualifié de Ferrari, en disant, bon, on va hausser le salaire des députés, mais on va tamiser le fonds de pension en échange. On peut créer un comité exécutoire qui va à chaque fois se pencher là-dessus. Là, la CAQ voulait hausser le salaire des députés, n'avait pas envie de défendre ce projet-là, ce qui fait que ça a été tout croche. Puis à ce jour, on regarde les sondages, puis les gens ne comprennent pas pourquoi il faut hausser le salaire des députés de 30 au Québec. Il y a des arguments qui existent. Ouais. La tâche est plus lourde, on siège plus longtemps, on a des compétences qu'on n'a pas ailleurs. Mais encore faut-il les faire valoir, ces arguments-là. Qui ont été mis de l'avant, t'as pas toujours les plus efficaces. Mais jamais par le gouvernement. Il y a des gens qui pensent que les députés étaient sous-payés, qui avançaient les arguments que le gouvernement, lui, n'osait même pas dire, comme si on se cachait, puis ça passait pas très bien dans l'opinion publique ce printemps de vouloir hausser le salaire des députés. Ça amène à des gaffes comme celle de Bernard Drainville, où on compare le salaire des enseignants à celui des... Et puis là, on est pris dans tout ça. surtout la tâche de l'un et de l'autre. Et voilà, puis on est pris dans tout ça. C'est ça. On veut pas aller là, normalement, quand on est politicien, puis le salaire dans la fonction publique, c'est pas réglé encore. Il y a du travail à faire de ce côté-là, voilà. Bon, ça, c'était les événements. Leçon erreur séquelle. Après la pause, on va se pencher sur les performances des politiciens. Comment s'en sont-ils sortis en cette première moitié de 2023? Réponse dans quelques minutes.